Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous présentent Check-up. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Check-up. Comme tous les mois, on va parler santé et innovation avec à mes côtés Vincent Tomplard. Bonsoir Vincent. Bonsoir Marie-Caroline. Vous êtes toujours président de Medicalps, le cluster des entreprises de santé innovantes à Grenoble et en Isère. Merci de nous apporter votre regard d'expert. Merci à vous et toujours un plaisir. Et n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez, Vincent. Et c'est le retour de Julie Ségala. Bonsoir Julie. Bonsoir. Vous avez pas vu depuis un petit moment. Oui. Comment ça va ? Ça va super bien. Bon, vous vous occupez toujours de la rubrique Le Coin des Mômes. Parfait. Et dans quelques minutes, vous nous conduirez, je crois, au Café des Enfants à Grenoble pour un cours en langage des signes pour les bébés. Et puis, dans la deuxième partie de Check-up, nous nous pencherons sur la vie après un cancer du sein, comment se reconstruire physiquement et psychologiquement, comment accepter ce nouveau corps. Mais pour l'instant, je vous propose de faire connaissance avec Lucie Gervaux, une main de fer dans un gant de velours ou presque. C'est la créatrice d'une start-up baptisée Wens. L'innovation donc avec un produit qui devrait nous aller comme un gant, celui de Lucie Gervaux. À seulement 25 ans, après un passage par Savoie Technolac, elle développe Wens au sein de Linxium et de la pépite Oser. Sa technologie se base sur la stimulation des micro-récepteurs de la paume. Explication avec Lina Badreddine. Un gant qui permet de stimuler tous les récepteurs du tact qu'on a présents sur notre main, c'est l'invention de Lucie Gervaux. À 25 ans, la jeune femme a fondé la société Wens en juin 2018. C'est dans son petit bureau à Voiron que tous les jours, elle travaille sur son produit. L'idée est née d'un constat. Ça a été, moi j'ai débuté par un cursus en activité physique adaptée. Donc lors de mes stages, j'ai pu en fait aborder ce sujet de la rééducation, de la sensibilité. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'outils pour la rééducation de la sensibilité de la main. Puis après j'ai fait un cursus d'ingénierie en fait. Et pendant ce cursus, on m'a demandé de développer un produit. Et tout de suite, voilà, on s'est axé sur un gant pour améliorer la sensibilité de la main. Ce gant s'utilise en milieu aquatique. L'eau est le moteur de la rééducation car elle va mettre en mouvement tous les reliefs qui se trouvent à l'intérieur du gant. Ce sont ces petits reliefs qui vont venir stimuler tous les récepteurs du tact, ce qui va permettre de reproduire le chemin nerveux jusqu'au cerveau. Ce gant, il sert à toutes les personnes qui ont des troubles de la sensibilité, que ce soit une hypersensibilité ou une hyposensibilité. Et ça sert aussi aux sportifs de haut niveau, dans des sports type escalade, biathlon, tout ce qui est sport de précision. Et en fait, qui vont permettre d'améliorer l'acuité tactile et d'avoir un meilleur toucher. Le produit n'est pas encore commercialisé. Il est en test chez des kinés depuis 1 an. L'objectif pour l'instant est d'améliorer l'ergonomie. Le prix n'est pas encore fixé. Son arrivée sur le marché est prévu courant 2019. Son coût ne devrait pas dépasser 100 € par gant. Alors Lucie Gervaux espère produire une série de 50 pour le premier semestre 2019. Les premiers retours au niveau du ressenti des patients chez les kinés sont plutôt bons. Installé dans le bâtiment d'Inolab à la Brunerie à Voiron, Wens a justement été récompensé lors du dernier salon InnoSport. À la clé, un chèque de 5 000 €. Wens a également obtenu la bourse French Tech Émergence de la BPI, la Banque publique d'investissement. De quoi s'agit-il, Vincent, cette bourse ? Cette bourse French Tech, c'est une aide, une subvention qui est allouée par BPI France, la Banque publique d'investissement, pour aider les startups innovantes à démarrer et à prendre en charge donc un certain nombre de frais à hauteur de 45 000 €. Et c'est réservé en principe donc à des startups et à des startups qui sont sur des innovations de rupture comme Wens. C'est plutôt bon signe. Donc, alors on l'a dit, Wens est passé par Linxium également. C'est quoi Linxium ? Ah, Linxium, c'est une SATT, vous avez adoré. J'adore. La société d'accélération de transfert technologique, c'est en fait une sorte d'incubateur dont les actionnaires sont les organismes de recherche, l'université, CEA, Grenoble INP notamment, et qui cherche à valoriser les portefeuilles de brevets, à accompagner des porteurs de projets, à maturer ces projets et à faire effectivement que les entreprises, les startups qui se créent aient le plus d'atouts possible pour réussir
ralentir leur décollage. Voilà, on espère parler prochainement de nouvelles startups qui ont été repérées par Lynxium. Plaisir. Je vous propose à présent de poursuivre nos jeux de main, mais pas de vilain, grâce au coin des mômes. Un bébé plus confiant, moins frustré, une relation plus complice. On a tous et toutes les raisons aujourd'hui de s'intéresser à la langue des signes pour bébé avec vous, Julie. Et oui, alors même s'ils ne savent pas encore parler, les boutchous ont bien sûr énormément de choses à dire, s'ils ont faim, s'ils ont mal, s'ils sont fatigués par exemple. Et des bébés mieux compris, eh bien, ça donne moins de pleurs et surtout moins de cris. Alors à Grenoble, l'association Massado propose depuis quelque temps des ateliers signes avec bébé. Ce matin-là, au Café des enfants, ils étaient 5 à assister à leur dernier cours. Escargot porte sur son dos la langue des signes pour accompagner la chanson. Pourtant, ces bébés ne sont pas malentendants. Dans ces ateliers, Sandra Laure utilise les gestes mots issus de la langue des signes française. Aujourd'hui, les animaux, hier, les gestes du quotidien. Et quoi de mieux que des histoires et des chansons pour capter l'attention de ces boutchous. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. C'est vrai que les chansons qu'on a l'habitude de chanter ici, quand je les chante à la maison, elle me regarde, alors qu'elle ne le fait pas forcément avec d'autres chansons. Celle-ci, elle sait que je vais faire des gestes, donc du coup, elle regarde. Et petit à petit, il y a des gestes qu'elle commence à comprendre. Je suis éducatrice spécialisée. J'ai un orthophoniste qui m'avait dit qu'il avait signé un peu avec son bébé et que du coup, le bébé avait pu demander rapidement à aller se coucher, à aller dormir quand il était fatigué. Et du coup, j'avais envie d'essayer. Moi, je suis hispanophone, mon mari français. Et donc, ça permettra aussi à l'enfant de faire une transition entre les deux langues. Comme ça, s'il a mal à s'exprimer dans une langue, il aura les signes pour demander ce qu'il veut. Ah, petite taupe est allée voir le cheval. Dis donc, le cheval, c'est toi qui as fait caca sur ma tête. Même s'ils ne savent pas encore parler, les bébés ont des besoins, des envies, des émotions. Apprendre ces gestes avant la parole est pour eux une manière simple et ludique de mieux se faire comprendre et d'évacuer les pleurs et les frustrations. Les enfants, en fait, savent utiliser leurs mains avant de savoir parler. Ils commencent à faire les premiers coucou, marionnettes, au revoir, cachés, entre 6 et 12 mois, alors qu'ils commencent à parler plus tard. Donc l'idée, c'est d'utiliser les mains en attendant la parole. Après, on va aussi beaucoup les utiliser pour les émotions. C'est-à-dire qu'un enfant, vers 12-18 mois, peut signer « j'ai peur », alors que verbaliser ses émotions, c'est très très long. Si pour l'instant Jana, Malo, Sacha et Citlali sont encore trop petits pour les reproduire, c'est entre 10 et 24 mois qu'ils les utiliseront le plus pour communiquer, une méthode d'apprentissage de plus en plus plébiscitée par les parents, mais aussi par les professionnels de la petite enfance. Au revoir, Malo. Au revoir, Malo. Alors si jamais un jour je vous fais... Ça veut dire que je voudrais encore un gâteau. Ouais, parce que on va voir ce qu'on peut faire pour les goûter. Mais ils sont pas trop mignons, ces petits boutchous là. Ah si. Alors, on pense que ça grandit. Exactement. Donc pour les parents intéressés, l'association Massado propose des cycles de 4 ateliers tous les mois. Alors soit au Café des enfants, à la clinique mutualiste ou alors chez les petits explorateurs. Il suffit de les contacter via leur site www.massado.fr. Ils vous enverront les tarifs et toutes les infos. Alors, on va rester dans le domaine des mots, mais cette fois pour expliquer certaines situations aux enfants et tenter de les dédramatiser quand ils ont peur ou quand ils sont angoissés. Comme ça, j'ai peur. J'ai peur. Ouais, c'est très bien la chronique. Hein, bravo. Ouais, alors en fait, souvent, les peurs ou les angoisses de nos bambins se rapportent soit aux monstres, aux bruits bizarres ou alors à des gens méchants. Il arrive aussi que le quotidien lui-même de la famille génère des émotions un petit peu difficiles à gérer pour les enfants. Il faut savoir que jusqu'à 5-6 ans, un enfant n'est pas capable de raisonner face à sa peur ni de l'affronter tout seul. Alors apparemment c'est physiologique, tout se passe dans le cerveau au niveau de l'amygdale. Donc pas l'amygdale ici, l'amygdale dans le cerveau. Je vais vous épargner les détails parce que la médecine et moi ça fait 15. Donc il faut des trucs et astuces pour les apaiser et c'est là qu'intervient la littérature. Alors je vous ai ramené ce petit album jeunesse. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. On le voit très bien.
Alors, j'en ai entendu parler il y a quelques semaines. Ça s'appelle Une nuit d'attente. Il a été écrit par Céline Armand, qui est professeure des écoles, et Magali Deux pour les illustrations. Il raconte le quotidien d'une famille de secouristes en montagne. Donc, j'ai rencontré Céline, qui va nous expliquer pourquoi elle a décidé d'écrire ce livre. Cette histoire raconte le quotidien d'une famille avec 2 petits garçons qui attendent le retour de leur papa qui est parti en mission. Leur papa est secouriste en montagne et donc il évoque un peu les sentiments que peuvent ressentir ces 2 enfants, l'attente, l'inquiétude du plus grand et de la maman. Les soirs où on se retrouve seul, où voilà, on ne sait pas à quelle heure le papa va rentrer, s'il rentrera. Alors mes enfants adorent lire et à la maison on avait des documentaires sur le secours en montagne, mais pas d'histoire où on évoquait des émotions, voilà, la peur, l'attente, l'angoisse. Et voilà, j'ai eu envie de leur faire un cadeau et de raconter dans ce livre ce qu'ils vivaient au quotidien. Alors à la base, ce livre était un cadeau de Céline à son mari et à ses enfants. Et puis l'effet boule de neige aidant, elle a décidé de le publier en auto-édition à 500 exemplaires. Donc là, il parle des secouristes en montagne, mais il peut aussi avoir une résonance dans les familles de pompiers, de policiers ou de militaires qui vivent un peu les mêmes situations. Il est donc notamment disponible auprès du PGHM de Grenoble qui est basé au Versou. Comptez 15 € pour l'album jeunesse. Un cadeau assez sympa à offrir pour Noël par exemple. Merci beaucoup Julie. On marque une petite pause et on se retrouve juste après. Nous sommes de retour dans Check-up, toujours avec Vincent Templard, président de Medicalps, pour aborder dans un instant l'après-cancer du sein et pourquoi ce n'est jamais vraiment tout à fait terminé. Alors que l'opération d'Octobre Rose, le mois d'information et de prévention du cancer du sein se termine, nous avons choisi de parler aujourd'hui de la reconstruction de soi, l'après. Comment on vit cette étape personnellement et avec ses proches. Est-ce que ça peut nous transformer? Pour en parler, le docteur Isabelle Gabel-Flandin, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes radiothérapeute, sexologue et co-responsable du Centre de cancérologie de la femme au CHU Grenoble-Alpes. À vos côtés, Anna Lachkar. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes psychologue et vous intervenez dans ce même centre. Et puis, aux côtés de Vincent, Sylvie Pardo, bonsoir. Bonsoir. Et vous avez-vous été opérée d'un cancer du sein au CHU et vous venez nous apporter votre témoignage. Merci beaucoup à toutes les trois d'être présentes aujourd'hui. Le cancer du sein, on en parle beaucoup. D'abord parce que c'est le cancer le plus répandu chez les femmes. On compte plus de 50 000 nouveaux cas chaque année. Dites-moi si je me trompe. Non, c'est ça. Voilà, malheureusement, c'est ça. Et aussi parce que dans l'imaginaire collectif, le sein, c'est le symbole même de la féminité. Anna Lachkar. Tout à fait, puisque le sein est à la fois un objet de plaisir et de séduction. À ce titre, il est un symbole de la féminité, mais il symbolise aussi la maternité, puisqu'il a la capacité et le pouvoir de nourrir l'enfant. Donc c'est dire qu'il est essentiel à l'identité de la femme. Il est un objet essentiel vraiment pour son identité féminine. Donc quand on a un cancer, quand on apprend qu'on a un cancer du sein, c'est pas quand on nous dit que voilà c'est une autre partie du corps qui est touchée, c'est vraiment particulier. Tout à fait, puisque certains auteurs vont même jusqu'à dire que c'est l'emblème de la féminité, puisque c'est l'une des parties du corps qui représente son identité sexuée, son identité de femme. Comment, docteur Gabel-Flandin, pour soigner ce cancer, ce sein, la femme doit passer par un certain nombre d'étapes. On va rapidement les passer en revue. C'est pas très joli, mais voilà, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'étapes. La chimiothérapie, par exemple, rappelez-nous en quoi ça consiste. Alors, la chimiothérapie, c'est l'utilisation de produits qui sont généralement injectés. Il y en existe par voie orale, mais qui sont modérément utilisés dans le cancer du sein. La majeure partie des traitements est dispensée par voie veineuse. Généralement, c'est le traitement qui succède à la chirurgie, mais parfois on l'utilise en premier lieu.
de façon à réduire le volume tumoral, à permettre des chirurgies qui soient plus limitées. Donc c'est un traitement qui dure plus de 5 mois en général, qui est dispensé toutes les 3 semaines et dont le retentissement est admis comme étant le plus important sur le plan physique de tous les traitements qui vont être dispensés pour les cancers du sein. C'est généralement l'occasion d'une grande fatigue et qui est variable, hein, bien sûr, et puis de ce qui également symbolise ou tout au moins fait rentrer les patients dans la maladie, c'est la perte des cheveux. C'est toujours un moment vécu comme étant dramatique. Donc c'est vrai que c'est à ce moment-là, et les patientes nous le disent, vraiment l'entrée dans la maladie. La chirurgie, même si elle est avant, certes, elle participe à faire le diagnostic, elle est traumatisante, bien sûr, mais la chimiothérapie, tout d'un coup, on fait malade, quoi. On fait malade devant les enfants, on fait malade devant les conjoints. Et c'est à ce moment-là, probablement, que les patientes sont le plus fragiles sur le plan émotionnel, et puis un peu mises à nu, hein. Donc, voilà. Donc, la chimiothérapie, après la chirurgie. La radiothérapie, qui concerne quasiment la totalité des patientes, à 90% au moins, sauf celles qui auraient eu une chirurgie complète, c'est-à-dire une mastectomie, ce que l'on réalise de moins en moins. Et parfois même, dans les cas de mastectomie, il est préférable de faire de la radiothérapie. Ce traitement dure à peu près 6 semaines. Il en existe des schémas un peu plus courts, mais en gros, c'est 6 semaines. Et puis, au CHU, on propose un traitement par curithérapie pour les patientes plus âgées qui ne traitent en fait que la zone tumorale initiale, qui de fait est beaucoup moins long, qui ne dure qu'une semaine, et pour lesquelles l'enjeu, c'est vraiment la mobilité. Donc, on privilégie ce traitement. Et puis, l'hormonothérapie. L'hormonothérapie et son cortège d'effets secondaires, en particulier l'asthénie, les arthralgies, enfin les difficultés à mobiliser ses articulations. Et puis qui maintient quand même l'idée qu'effectivement, c'est un traitement long parce que ça dure 5 ans. Donc en fait, il est difficile. Ça consiste en quoi, l'hormonothérapie? C'est un traitement généralement qui est dispensé par voie orale. Pour le coup, on prend un comprimé 1 fois par jour, qui est une anti-hormone ou qui empêche la synthèse d'hormones estrogéniques. Les oestrogènes, c'est nos starters, c'est ce qui fait qu'on est bien. Quand on n'a pas d'estrogène, effectivement, on est moins bien, physiquement, hein, puis même moralement. Enfin, il y a vraiment un impact général qui est important. Alors, voilà. Ça se développe aussi à côté de l'hormonothérapie, de l'immunothérapie. Alors, l'immunothérapie, qui est réservée quand même à un petit nombre de patientes, mais qui concerne alors un traitement dont on entend beaucoup parler, en fait, qui est un anticorps qui est l'herceptine, qui lui concerne à peu près 5 à 10% des patientes, donc c'est pas beaucoup, mais bon, et qui est dispensé à long terme, enfin sur 18 mois. Là, on a de récentes études qui permettent de penser qu'on pourra traiter 6 mois et pas 18. Mais bon, en tout cas, c'est des traitements qui sont récurrents pendant toutes les 3 semaines, qui, eux, n'exposent pas de trop grandes difficultés. Il y a des effets secondaires, mais qui ne sont pas énormes. Et puis, il y a d'autres développements d'immunothérapie. C'est de toute façon vers ce type de traitement qu'on oriente un petit peu les futurs traitements. Mais pour le moment, en fait, en routine, il y en a, en dehors de l'herceptine, il y en a très peu. Alors, toutes ces techniques interviennent avant ou après la chirurgie, vous l'avez dit. Et la chirurgie, en quoi ça consiste? Alors, elle peut être très limitée à la lésion et limitée aussi aux ganglions qui sont les ganglions relais immédiats du sein. Donc, il est acquis par de nombreuses études que si ce ganglion relais n'est pas atteint, il est très peu probable que les autres le soient. Donc on n'enlève que ce ganglion relais. À l'inverse, lorsqu'il est envahi, pour le moment, on
on fait des curages qui sont plus grands, c'est-à-dire qu'on enlève les autres ganglions autour de ce ganglion qui représente le traitement. Donc ça, c'est pour les ganglions. Alors on fait de moins en moins de curage ganglionnaire, c'est-à-dire qu'on enlève de plus en plus un seul, deux ou trois ganglions. Et on fait à peu près 15% de curage ganglionnaire, 20%. Donc c'est devenu très bas, parce que ça, c'était un impact majeur en termes d'œdème. Est-ce que ça peut avoir des répercussions avec ce qu'on appelle le gros bras? Tout à fait. Donc en fait, on diminue considérablement ce risque de gros bras à ne prélever qu'un ganglion. On ne l'annule pas, parce qu'effectivement, il y a toujours un impact sur le drainage lymphatique, mais en tout cas, on le diminue considérablement. Et concernant le sein, on a de moins en moins de situations dans lesquelles on propose une mastectomie, c'est-à-dire l'ablation complète du sein, qui est pénalisante, comme Anna vous le disait. C'est quand même un problème dans la considération qu'on a de son corps, la relation qu'on a à l'autre, le conjoint. Enfin, ça impacte, l'impact est important. Mais parfois, on propose des mastectomies avec ce qu'on appelle une reconstruction immédiate, c'est-à-dire que le chirurgien, le docteur Philippe, propose cette technique au CHU. Le chirurgien va d'emblée poser en lieu et place du sein une prothèse qui va permettre de reconstruire immédiatement le sein, avec ou sans radiothérapie après. Parfois, on n'a pas besoin de faire de radiothérapie, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, parce qu'on a fait une mastectomie. Mais même si la radiothérapie est requise, on a des techniques qui permettent de faire de la radiothérapie, de la très bonne radiothérapie, sur une prothèse en place. Et ce sont des opérations qui auxquelles s'ajoute évidemment une cicatrice qui reste discrète. Ouais. Parce que souvent, la cicatrice de mastectomie, elle est parfois dans le sillon quand on peut. Enfin, elle reste relativement discrète. La radiothérapie aide ensuite à la cicatrisation, la fait diminuer à terme. Alors, la chirurgie, c'est évidemment une étape importante. On ne peut pas se débarrasser d'un cancer du sein sans passer par la case chirurgie. Alors, on ne le fait pas. On le fait pas. Il n'y a quasiment pas de situation dans lesquelles... Alors peut-être qu'à l'avenir, on pourrait concevoir que cette évolution se produise un jour. Hein. Mais actuellement, même que lorsqu'on a fait une chimiothérapie, que l'on constate qu'il n'y a plus de volume tumoral, c'est une bonne nouvelle. Mais ça n'empêche pas et ça ne justifie pas que l'on ne fasse plus de chirurgie. Alors, donc la chirurgie, une étape nécessaire qui peut être rendue plus acceptable grâce à l'hypnose. Voyez le reportage de Charlotte Faulkner. Au centre de cancérologie de la femme, 50 patientes ont déjà pu bénéficier d'une chirurgie du sein sous hypnose. En plus d'une anesthésie locale, cela permet à la patiente de devenir actrice de son soin, de diminuer son anxiété, mais aussi de ne pas être sous anesthésie générale et donc d'avoir une récupération plus rapide, une technique qui impose quelques changements aux chirurgiens. C'est vrai que c'est toute une réorganisation de l'équipe qu'on doit faire parce que, voilà, effectivement, le patient, il ne dort pas. Le patient, il va être potentiellement attentif à ce qui se passe. Donc, il faut effectivement que tout le monde soit bien rodé. Moi, en tant que chirurgien, il faut faire plus attention. C'est vrai, être calme, pas parler trop fort. Enfin, c'est vrai qu'il y a toute une organisation qui s'apprend, en fait. Avant l'opération, c'est le chirurgien qui propose cette technique au patient. S'il l'accepte, une séance d'hypnose a donc lieu où il pourra évoquer certains thèmes qui l'apaisent afin de les évoquer pendant l'opération. Il y a toute une partie où la patiente est juste entretenue dans cette bulle de sécurité et de confort par le son de ma voix. Et puis, à certains autres moments, parce que ça dure un certain temps, on fait ce qu'on appellera de l'hypnose conversationnelle. Et c'est-à-dire que là, en revanche, on va discuter avec la patiente, mais d'une certaine façon. Pour Janine, qui avait déjà eu d'autres opérations sous anesthésie locale et qui n'en garde pas un très bon souvenir, le bilan de cette chirurgie sous hypnose est très positif. J'ai éprouvé un calme infini, détendu, voilà. J'ai senti à 2 reprises un petit point là, je l'ai signalé
Et puis, on a dû m'injecter du liquide ou je ne sais pas quoi. Et puis là, ça a été fini jusqu'à la fin, je n'ai plus rien ressenti. J'avais quand même peur. 48 heures avant l'opération, je me suis dit, tu as choisi ça, mais comment ça va se passer? Et j'ai vraiment pas regretté. Au CHU de Grenoble, le personnel hospitalier ne veut pas s'arrêter là et souhaiterait développer l'hypnose durant tout le parcours de soins de la femme ayant un cancer du sein, notamment avec la chimiothérapie ou encore la radiothérapie. Et d'ailleurs, docteur Gabelle Flandin, vous le faites déjà, je crois, avec la chimiothérapie. Alors, nous avons des manipulateurs qui sont formés à l'hypnose et qui, effectivement, peuvent proposer cette approche pour les patients qui sont particulièrement stressés. C'est vrai ou qui ont une angoisse, même sans l'être particulièrement. Mais la radiothérapie, autour de la radiothérapie, qui est un traitement dont on ignore tout, y compris nos confrères souvent, parce que c'est un milieu assez restreint. Donc, eh bien, il y a beaucoup d'imaginaire autour de la radiothérapie, pas très bon. Donc, effectivement, les gens viennent avec des idées un petit peu qui leur ont été apportées souvent de l'extérieur. Et, voilà. Donc, il y a beaucoup de stress autour de... Et puis, on ne voit rien, on sent rien. Donc, on passe beaucoup de temps à expliquer, mais malgré tout, le vécu des premières séances est relativement désagréable pour les patients. Ouais. Vous, Sylvie Pardo, comment vous avez vécu vos premières séances? C'était compliqué? Non. Moi, je dirais j'étais zen et je m'endormais quasiment à chaque fois. Alors, c'était peut-être la fatigue aussi, mais voilà, il n'y a pas de souffrance, on n'a pas à avoir peur. Donc, non, la radiothérapie, j'ai bien vécu. Alors, c'est vrai que c'est contraignant parce qu'il faut se déplacer tous les jours pendant en effet 6 semaines, mais voilà, pas plus de contraintes que ça. Et vous avez été la première patiente opérée au CHU Grenoble-Alpes sous hypnose. Pourquoi vous avez dit oui? Alors, c'est moi qui ai demandé, en fait, parce que je fais beaucoup de sport. Et c'est vrai qu'après chaque opération, les anesthésies sont quand même lourdes. Donc, je sentais que je mettais à chaque fois beaucoup de temps et avec de plus en plus de mal à récupérer. Et puis, j'allais dire, le risque zéro n'existe pas dans le cadre d'une anesthésie générale. Donc, voilà, moins on peut m'injecter de produits, mieux c'est. Et donc, voilà. Comment vous l'avez vécu? Vous avez donc eu un rendez-vous avec l'anesthésiste avant. Vous avez préparé cette intervention? Oui, tout à fait. J'ai pratiqué l'auto-hypnose chez moi toute seule. Donc pareil, à chaque fois, je m'endormais. Comment ça fonctionne, l'auto-hypnose? Vous étiez déjà sensibilisée? Alors, en fait, je le pratiquais, mais sans le savoir. Comme je vous disais, je fais du sport, donc je fais de la course à pied. Et c'est vrai que parfois, on est fatigué, on a mal quelque part, on ne voit pas le bout, etc. Et puis, on se met un peu dans une bulle pour justement oublier sa douleur, oublier la distance. Et en fait, quand j'ai eu discuté avec Véronique de ça, elle me disait c'est tout à fait ça, c'est se mettre dans un état de conscience modifié où on s'enferme dans une bulle et on oublie volontairement du coup certaines choses. Pourquoi est-ce que ça fonctionne bien sur le sein? C'est un endroit qui localement est facile à endormir et du coup on peut pratiquer l'hypnose à côté? Vous avez raison, mais il y a de grosses interventions qui sont faites sous hypnose. Mais le sein s'y prête particulièrement. Je pense aussi que pour les patientes, il y a cette idée de participer, d'être un petit peu de participer à leur traitement et de participer de moins subir. Et je pense que la chirurgie mammaire, elle se prête particulièrement à ça. C'est ce que les patientes vous confient aussi peut-être? Oui, tout à fait. Je pense que la maladie, les traitements, ça induit chez les patientes un sentiment d'impuissance, un sentiment de subir. Il y a des peurs, des craintes qui sont liées à la maladie et puis au traitement aussi. Et puis le fait de pouvoir participer, de prendre part effectivement à leur guérison finalement, ça change les choses et les patientes le disent bien. Je pense que Sylvie le dit très bien aussi. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus le sentiment de subir et elles prennent part en fait à leur traitement. C'est une étape importante justement pour l'après. Et vous avez pris les choses en main
dès l'annonce de Alors, votre maladie? Un petit peu après, ouais, voilà. Il y a eu pas un dès petit... l'annonce, voilà. les 2 premiers jours, Ouais, sincèrement, ça a été terre, terrible. ouais. Voilà. Tout s'effondre, on voit tout en noir, on se voit mourir, etc. Et puis, non, 2 jours après, j'ai réagi en me disant, voilà, je ne veux pas subir, je n'ai pas choisi à être malade, je suis encore jeune, j'ai des enfants, je veux les voir se marier, grandir. Donc à l'époque, j'avais les cheveux longs, je suis allée me les faire couper très court en me disant, voilà, si j'ai une chimio, au moins, le choc sera moins important pour ma famille et mes proches. Et puis après, j'allais dire, je suis rentrée en guerre. Voilà, en me disant, je suivrai tout ce qu'on me dit de faire, je suivrai les protocoles qu'on m'impose, je suivrai... donc j'ai eu une mastectomie donc du sein droit, mais tout de suite avec l'idée d'une reconstruction par la suite. C'est la reconstruction, donc on a parlé des différents modes. Il y a la reconstruction et puis il peut y avoir aussi encore de la douleur. Tout n'est pas fini après la reconstruction. Alors, globalement, quand même, déjà la reconstruction, c'est vrai que c'est une étape importante, hein, c'est plusieurs interventions. Mais bon, c'est dans une dynamique de refaire de réobtenir un résultat qui nous satisfait. Voilà, la reconstruction, c'est plusieurs opérations, c'est pas en une fois. D'ailleurs, je crois que vous... Non, vous c'est plusieurs opérations. Je vais faire ma 7e le 5 novembre. Voilà. Mais après, c'est un choix. Hein. Ouais. Voilà. J'aurais pu m'arrêter, on va dire, plus tôt. C'est ça, mais bon, c'est pas simple. Hein, c'est encore assez. Il n'est pas rare que les patientes choisissent finalement de ne pas reconstruire leur sein. Je pense aussi que certaines ont reconstruit leur vie sans avoir. Voilà, c'est un choix. Enfin, tout est possible. Mais toujours est-il que c'est pas un moment très simple. Enfin, bon, c'est encore des interventions, effectivement, etc. Oui, le docteur Lachkar. Vous recevez toutes les patientes qui sont opérées au centre? Alors, toutes, je pense. Toutes. Mais toutes celles qui vont être reconstruites? Toutes celles qui vont être reconstruites, oui. Et effectivement, donc il y a une reconstruction esthétique, mais ça permet de reconstruire aussi l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Je pense que c'est vraiment très très important aussi pour venir se renarcissiser et réparer l'image qu'on a de soi-même. Comment on fait pour ça? Il faut en parler? Alors, en parler, en fait, déjà le fait de se reconstruire, de se faire reconstruire, ça permet à l'image de la femme, l'image qu'elle a d'elle-même, la représentation qu'elle a d'elle-même, de se reconstruire, puisque le sein est là, enfin nouveau, j'ai envie de dire. Donc ça change beaucoup de choses pour l'image qu'elle a d'elle-même. Elle peut à nouveau se regarder dans le miroir. En général, les femmes sont soulagées de ça, de pouvoir se reconstruire. Et puis, on a parlé de l'identité de la femme également. Donc, ça vient aussi... ça permet de trouver un nouveau soi aussi, parfois. Puisque Sylvie Bardot nous disait qu'elle avait... Bon, on a l'impression que vous étiez déjà d'un caractère peut-être assez volontaire, mais qu'en tout cas, ça vous a boosté. Vous avez dit, je ne vais pas me laisser faire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez un certain nombre de femmes qui ont eu un cancer du sein, qui réagissent en disant, maintenant, je vais me battre et dans ma vie de tous les jours, même après le cancer. Oui, ça, tout à fait. Il y a des femmes très, très battantes et on parlait de la reconstruction, ça permet aussi d'avoir un meilleur relationnel, un sentiment de mieux-être, une meilleure qualité de vie, un meilleur rapport à l'autre, parce qu'on sait que quand le corps est touché, c'est non seulement l'image du corps qui est touchée, mais c'est aussi le rapport à l'autre, parce que le regard de l'autre, ils peuvent renvoyer aux femmes aussi quelque chose de leur intégrité corporelle qui n'y est plus. Et c'est un regard qui peut être indiscret parfois, ou qui peut être vécu comme indiscret, ou parfois être vécu comme une intrusion suite à une mastectomie. Et la reconstruction permet justement de venir réparer tout ça, une restauration esthétique, mais également psychologique. Vous en aviez parlé à vos proches de la maladie, de la reconstruction. Vous aviez peur de leur regard? Non. Non. C'est pas toujours le cas. Les réactions, elles sont très variables en fait, hein, en fonction de la personnalité de la patiente, de son histoire, des relations qu'elles avaient antérieurement. Donc c'est très variable. En même temps, les réactions qu'on peut observer, elles sont tout à fait compréhensives.
Et elles sont même légitimes, et j'ai envie de dire même dans leur excès, parce que quelquefois, il y a des réactions très excessives quand même suite à une mastectomie, parce qu'il faut faire le deuil quand même d'une image de soi. Enfin, c'est un vrai travail de deuil quand même. C'est une prise de conscience qui peut être progressive, et c'est des étapes importantes et indispensables aussi, enfin, par lesquelles par lesquelles il faut passer, il faut prendre le temps d'y passer en tout cas. Pour accepter cette nouvelle féminité, c'est important donc de se sentir à nouveau belle, désirée, de se sentir femme, de se faire plaisir aussi. Et ça peut passer peut-être par une nouvelle lingerie, du maquillage, comme cela est proposé dans la boutique Place à Elle à Saint-Martin-d'Air. Un espace lingerie adaptée, maillot de bain, vêtements de sport, puisqu'aujourd'hui, les femmes peuvent faire du sport avec leurs prothèses. De la lingerie fine ici, quelques maillots de bain par là, la femme trouve ici autant pour son plaisir que pour son confort. Et c'est bien le but de cette boutique. Place à Elle accompagne les femmes dans leur reconstruction après un cancer du sein. J'ai été émerveillée par cette boutique qui permettait d'apporter du féminin dans malheureusement un contexte compliqué. Et vraiment, c'est un cocon, c'était une bouée de sauvetage, une bouffée d'oxygène. Voilà. Lorsque l'on nous annonce que nous avons un cancer du sein, tout de suite l'opération d'ablation du sein se profile pour certaines. Et donc j'ai voulu anticiper le fait de me retrouver toute perdue physiquement à la sortie de la clinique en allant voir directement les personnes qui fournissaient des prothèses de sein. Donc j'ai eu l'information par une amie qui avait vécu la même situation que moi. Marie est partie de la boutique avec sa première prothèse en mousse. Elle a ensuite eu d'autres types de prothèses en silicone par exemple. Désormais, elle a fini sa reconstruction mammaire et bénéficié de soins du visage et maquillage longue durée. Nous faisons chez Place à Elle des soins visage, des soins corps, du maquillage longue durée. Ça, c'est quelque chose que je fais moi-même, que j'ai développé il y a 14 ans maintenant, puisque j'ai eu la difficulté de passer par ce cancer du sein, il y a quelques années maintenant, et j'ai trouvé indispensable de faire cette formation pour apporter un sourcil aux femmes qui perdent leurs sourcils pendant le traitement. On fait depuis une année, 1 an et demi, également la prothèse capillaire, puisque Place à Elle se veut être un espace où l'on peut trouver tout ce qu'il faut pour les femmes opérées du sein. Donc ça passe par la prothèse capillaire également. Les dames repartent avec le sourire, donc c'est important. Chantal travaille en partenariat avec un coiffeur visagiste qui se déplace pour personnaliser les prothèses capillaires. Symboliquement, certaines clientes de Place à Elle ont aussi été mannequins lingerie et maillots de bain le temps d'un défilé. Chantal m'avait dit, il me manque quelqu'un, est-ce que tu peux pas nous aider? Alors j'ai dit oui tout de suite, spontanément, parce que je voulais aider Chantal et puis l'association Sarah. Mais alors après, le gros trac. Et puis en fait, c'était super, quoi. On a passé des très belles lingeries, c'était super sympa. Les filles qui ont défilé, elles avaient plus l'habitude que moi, parce que c'était pas leur première défilé, mais elles étaient super épanouies, super gentilles. Et puis c'est une bonne expérience. Et puis en même temps, ça apprend à remontrer un peu son corps. Et quand on a des traitements comme ça, on a envie un peu de se cacher. Et là, forcément, fallait se dévoiler. Donc ça donne de l'assurance. Et avec les photos du défilé, Chantal a créé un album distribué aux participantes. Alors, docteur Gabelle Flandin, les femmes que nous venons de voir, elles ont l'air tout à fait épanouies après être passées par un cancer du sein. C'est formidable. Et l'épanouissement, évidemment, ça passe aussi par la sexualité. C'est la dernière étape, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, le retour au désir. C'est plutôt un marqueur de bonne santé personnelle et probablement en lien avec l'environnement, l'entourage et le couple, enfin forcément. Mais plutôt que d'imaginer que ce soit la fin de l'histoire, je crois que c'est quelque chose, enfin l'intimité doit être évoquée et au moins, à défaut d'être évoquée, consciente dans l'esprit des soignants, parce que tous les soins qu'on peut apporter vont participer à faire que cette intimité ne soit pas trop dégradée. Et en fait, le respect de la personne, le respect de ce qu'on peut proposer, la façon de le proposer également, à soin égal, la façon de faire les choses, et peut-être de dire aussi que
comment ça se passe dans votre couple, comment, sans parler de sexualité, mais essayer de faire que que les personnes gardent bien une authentique sérénité, quelque part. Parce que ça passe forcément par là. La sexualité, elle est pour chacun de nous variable dans les épisodes de notre vie. C'est effectivement un moment qui est particulièrement sensible pour les patientes. Mais ça n'empêche que l'intimité n'est pas forcément perturbée. Donc c'est la relation à l'autre, c'est comment on va pouvoir impliquer le couple et le conjoint dans les soins, comment les patientes vont pouvoir faire de leur conjoint un acolyte. Comment on va pouvoir régler ça à deux. Transitoirement, c'est vrai que la sexualité, elle est un peu en berne au sens vrai du terme, parce que les patientes sont fatiguées, plus ou moins douloureuses. Quand on a la grippe, même sans avoir fait de chimio, on peut imaginer que c'est pas forcément la sexualité débridée. Donc forcément, il y a des situations un petit peu probablement chaotiques dans ce parcours. Mais vraiment, je crois que moi, j'enseigne souvent sur comment parler de sexualité, mais la première des choses, c'est parler aux gens, en fait. Donner-leur, quand ils sortent, de la confiance. Et c'est l'environnement. Alors, vraiment, je pense que l'environnement est toujours impliqué dans l'intime. Voilà. L'intime, c'est à soi, pour le moment, qui est très intime. Mais c'est l'environnement qui le permet. Et je crois que c'est vraiment l'intérêt du Centre de cancérologie de la femme. En partie, c'est d'essayer de faire un vrai cocon où les patientes se sentent en sécurité et probablement, je pense qu'on va faire une étude là-dessus, mais je suis persuadée que c'est corroboré à une perception d'intimité respectée. Voilà, tout le monde y participe à cette intimité. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir témoigné également. Vincent, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Check-up. Avec plaisir. Et en attendant, portez-vous bien. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous ont présenté Check-up.